Ok, bonjour tout le monde, bonjour chers étudiants. Nous voici pour une énième vidéo vous permettant tout simplement, toujours dans l'optique de ce chapitre 2, calcul aux probabilités, de mieux cerner les calculs de probabilité. La vidéo précédente nous avait permis de mettre l'accent sur le vocabulaire des probabilités et j'avais tout simplement précisé qu'on ne peut pas faire de la probabilité sans pour autant cerner les concepts de base de la probabilité. Je vais revenir sur ces concepts brièvement pour ensuite, n'est-ce pas, parler des calculs de probabilité. Donc, à chaque fois qu'on parle de probabilité, on fait allusion à l'existence d'événements, et plus particulièrement des événements aléatoires. Et pour qu'on ait ces événements aléatoires, il faut obligatoirement la mise en place, ou bien la réalisation d'expériences ou d'épreuves. L'expérience ou l'épreuve, comme on l'avait précisé, ce n'est rien d'autre que le test pouvant être réalisé afin d'obtenir différents résultats possibles. Le fait de lancer un dé, le fait de tirer des boules dans une urne, le fait de vouloir sélectionner ou bien de classer certains éléments à partir d'un univers donné. À partir de là, on se permet de réaliser une expérience. Maintenant, cette expérience nous permettant d'avoir différents résultats possibles, nous permet alors de déterminer ce que l'on appelle l'univers, c'est-à-dire l'ensemble des résultats possibles de l'épreuve. Lorsqu'on lance un dé, on peut avoir, n'est-ce pas, différentes faces. Ces faces sont numérotées de 1 à 6. Le fait qu'on ait ces résultats de 1 à 6, c'est-à-dire l'ensemble des résultats numérotés de 1 à 6, nous permet d'avoir ce que l'on appelle notre univers. Et de cet univers, on voit qu'on a différents résultats possibles. Le nombre de résultats possibles que l'on peut avoir, c'est-à-dire soit c'est le résultat 1, le résultat 2, le résultat 3, le résultat 4, le résultat 5, le résultat 5, ceci traduit l'univers. Maintenant, si on compte le nombre de résultats que l'on peut avoir, dans ce cas, on parle tout simplement de cardinal. Essayons de calculer le nombre de résultats, on aura 6 résultats possibles. Donc, ces 6 résultats possibles permettent de dire qu'on a tout simplement un cardinal. Donc, le cardinal de notre univers, qui consiste de notre univers, à savoir notre épreuve qui consistait à lancer un dé, est égal tout simplement à 6. On ne peut qu'avoir 6 résultats possibles concernant notre univers. Maintenant, lorsque ces résultats sont en mesure d'être regroupés en sous-ensembles ou bien d'être répartis en groupes, dans ce cas, on parle tout simplement d'événement. Donc, l'événement n'est rien d'autre qu'un sous-ensemble de l'univers. L'événement n'est rien d'autre qu'une partition de l'univers. Par exemple, on lance un dé, on aimerait avoir un résultat pair. On lance un dé, on aimerait avoir un résultat impair. On lance un dé, on aimerait avoir un résultat supérieur à 2, inférieur à 2, etc., etc. Donc, ces résultats dont on aimerait avoir constituent ce que l'on appelle nos événements. C'est ainsi qu'on a noté l'événement A, l'événement d'obtenir un résultat pair. B, l'événement d'obtenir un résultat impair. C, l'événement d'obtenir un résultat supérieur ou égal à 3. À chaque fois, on a l'univers, n'est-ce pas, de l'événement, le nombre de résultats possibles de l'événement. Pour l'événement A, obtenir un résultat pair, on peut avoir 2, 4, 6.
Et le nombre de résultats possibles, c'est 3. Le cardinal de A est 3. On fait pour B la même chose. B impair, 1, 3, 5, cardinal de B. Nombre de résultats, 3. On prend l'exemple de C, on fait de même et on aura supérieur ou égal à 3. Ça peut être 3, 4, 5, 6. Et là, ça nous donne le nombre de résultats égal à 4. Maintenant, pour un résultat donné, on peut avoir, pour un événement donné, on peut avoir un résultat contraire. Exemple, A, obtenir des résultats pairs. Le contraire de A, c'est obtenir des résultats impairs. On pouvait le noter A bar, n'est-ce pas? L'événement contraire est noté, n'est-ce pas, A bar ou bien B bar. Dans ce cas, tous les résultats appartenant à A, n'est-ce pas, sont distincts de A bar ou bien tous les résultats appartenant à B sont distincts de B bar. Dans ce cas, on parle tout simplement de résultats d'événements contraires. C'est pourquoi on a constaté que dans notre application ou bien dans nos applications, on peut avoir autant de résultats contraires, n'est-ce pas, possibles. Mais aussi, il faut noter que nous, on parle de situations certaines. Mais l'univers en question est un événement certain. L'événement certain est que, quel que soit le résultat de notre expérience, on aura soit un résultat égal à 1, égal à 2, égal à 3, 4, 5. Dans ce cas, ces résultats étant des résultats de l'univers est considéré comme étant un événement certain. Si tel n'est pas le cas, c'est-à-dire un résultat que l'on ne peut pas avoir à partir de l'univers, dans ce cas, on parle de l'événement impossible, ensemble vide, qu'on a noté tout simplement comme étant 0 barré. Par exemple, lorsqu'on aimerait avoir un résultat supérieur à 6, c'est impossible. Lorsqu'on aimerait avoir un résultat inférieur à 1, c'est impossible. Dans ce cas, on dira qu'il s'agit d'événements, n'est-ce pas, incertains. Ok. Là, on voit que dans un univers donné, on va avoir différents événements. Les événements peuvent être liés les uns des autres. De ces événements liés les uns des autres, on en distingue plusieurs opérations. Les opérations de réunion, d'intersection, d'inclusion, d'incompatibilité ou de disjonction. La réunion d'événements est telle que, n'est-ce pas, on prend tous les résultats appartenant à la fois à chaque événement. N'est-ce pas? La réunion est telle que on prend tous les événements appartenant à la fois, n'est-ce pas, à tous les événements. On prend les événements A et B, on dira que A et B sont en tout simplement réunion, ou bien A union B est tel que si A union B se réalise, alors A se réalise ou B se réalise. Donc dans ce cas, on prend les éléments de A et les éléments de B qu'on regroupe pour avoir un ensemble d'éléments finis. On prend l'exemple, n'est-ce pas, de A, B et C. Essayons de calculer A union B. On avait dit que A correspond à l'événement et le résultat pair, B, résultat impair. Donc, A union B revient à regrouper les éléments de A et les éléments de B dans un ensemble. N'est-ce pas? Les éléments de A, c'est 2, 4, 6. Les éléments de B, c'est 1, 3, 5. Et regardez, si vous voyez très bien, on a A union B est égal à, n'est-ce pas? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Là, on prend tous les éléments appartenant à A ou à B. C'est pourquoi on dit A ou B. On obtient ainsi un résultat pair ou un résultat impair. La notion de réunion traduit le fait qu'on prend tous les éléments regroupés dans un ensemble. On fait de même A union C. On prend les éléments de A combinés aux éléments de B ou combinés aux éléments de C pour avoir le ou bien les résultats. A
élément pair, vous regardez, on a 2, 4, 6. C, événement supérieur ou égal à 3, on a 3, ça est là. On a 4, ça est dans l'ensemble. On a 5, on a 6. Donc, même si on constate qu'on a des éléments communs à A et à B, c'est le cas de 4 et de 6, on les prend comme étant un élément considéré. C'est pourquoi on parle de résultat pair ou résultat supérieur ou égal à 3. C'est très important. À côté, on a l'intersection des événements. L'intersection des événements est telle que on prend les éléments qui sont communs à A et à B. C'est-à-dire les éléments qui appartiennent à la fois à A et à B. S'il y a un élément appartenant à A et appartenant à B, cet élément-là traduit le résultat de notre intersection. L'intersection de A et de B, c'est notre A inter B, comme considéré dans le document. Et on lit A inter B. Si on regarde A inter B, c'est le fait que A se réalise et que B se réalise en même temps. Maintenant, suivant notre application, on avait dit que l'événement A pair, l'événement B impair. Est-ce qu'il y a un élément commun à A et à B? Là, on dira non. Parce qu'il n'y a pas d'élément commun à A et à B. A ayant les résultats pairs, B ayant les résultats impairs. Et on avait dit quelque part que A et B sont contraires. Dans ce cas, l'intersection de deux événements contraires est égale à l'ensemble vide. Je répète, l'intersection de deux événements contraires est égale à l'ensemble vide. On dira que ces deux événements sont incompatibles ou disjoints parce qu'ils n'ont pas d'éléments en commun. Alors que si on prend l'intersection de A et l'événement C, A inter C, quels sont les éléments appartenant à A et à C? On constate que ces éléments-là sont 4 et 6. Quels sont les éléments appartenant à B et à C? On constate que c'est 3 et 5. Donc, 4 et 6 appartient à la fois à A et à C. 3 et 5 appartient à la fois à B et à C. D'où les résultats ici obtenus. N'est-ce pas? Autre résultat, opération, l'inclusion des événements. C'est-à-dire, deux événements sont dits en inclusion. Autrement dit, si A est inclus dans B, alors tous les éléments ou tous les résultats de A appartiennent à B. N'est-ce pas? Je répète, si A est inclus dans B, il se traduit le fait suivant. Tous les éléments de A appartiennent à B. Par conséquent, tout événement est inclus dans son univers. Tous les éléments de A appartenant à l'univers, A est inclus dans oméga. Tous les éléments de B appartiennent à l'univers, alors B est inclus dans l'univers. Tous les éléments de C appartenant à l'univers, alors, n'est-ce pas, C est inclus dans l'univers. Donc, il se traduit ainsi des interrelations pouvant exister entre véritablement les événements dans un univers donné, entre eux, mais aussi les événements avec leur propre univers. Et dès qu'on est en mesure d'identifier les caractéristiques de ces événements, on peut se permettre, je répète, on peut se permettre maintenant de calculer la probabilité de chaque événement. Ainsi, on peut calculer la probabilité de l'événement A, on peut calculer la probabilité de l'événement B, on peut calculer aussi la probabilité de l'événement C. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire tout simplement, on essaie d'exprimer la fonction qui permet de traduire la chance de réalisation de chaque événement par rapport à son univers. Quelle est la chance de réaliser, n'est-ce pas, l'événement A? Quelle est la chance de réaliser l'événement B? Quelle est la chance de réaliser l'événement C? Si on est en mesure de calculer ces résultats, le résultat ainsi obtenu est appelé probabilité de l'événement. Bien entendu, nous, on va s'intéresser aux événements aléatoires.
Et conformément à la théorie des probabilités, n'est-ce pas, on dira que la probabilité d'un événement décrit le comportement des phénomènes dont les résultats sont soumis au hasard, d'où l'importance d'événements aléatoires. Là, on fait allusion à une expérience réalisée au hasard, dont les résultats ne sont pas en mesure d'être connus en avance. Là, on parle tout simplement d'événements aléatoires. La probabilité permet de modéliser alors la fréquence de réalisation d'événements aléatoires. Quand est-ce qu'on pourra obtenir les résultats de l'événement? Ou bien à quel niveau? Ou bien quel est le degré d'obtention de ces résultats? Dans ce cas, on calcule la probabilité. La probabilité de l'événement traduit la fonction permettant de mesurer sa chance de réalisation. Je répète, à chaque fois qu'on a un événement aléatoire, chers étudiants, je me répète encore une fois, à chaque fois qu'on a un événement aléatoire, il faut toujours vérifier que sa probabilité est comprise entre 0 et 1. Une probabilité d'événement aléatoire est toujours supérieure ou égale à 0, mais aussi est toujours inférieure ou égale à 1. Donc, le domaine de définition de toute probabilité d'événement aléatoire n'est rien d'autre que 0 et 1. Donc, c'est pourquoi on considère un événement aléatoire quelconque, sa probabilité est notée P de E. On a la probabilité de l'événement E. La probabilité de l'événement E est définie dans l'intervalle 0 et 1, d'où cette probabilité est comprise entre 0 et 1. Elle peut être égale à 0, n'est-ce pas? Elle peut être égale à 1, mais pas tout simplement inférieure à 0, non. Elle doit être supérieure ou égale à 0, non supérieure à 1, elle doit être inférieure ou égale à 1. Donc, je répète, une probabilité est toujours supérieure ou égale à 0. Elle est toujours, n'est-ce pas, inférieure ou égale à 0. Supérieure ou égale à 0, n'est-ce pas, inférieure ou égale à 1, lorsqu'il s'agit d'un, n'est-ce pas, événement aléatoire. Maintenant, comment déterminer une probabilité? C'est simple. Il suffit tout simplement d'identifier la nature de l'événement. Dès qu'on identifie la nature de l'événement, les caractéristiques de l'événement, on est en mesure de calculer maintenant le nombre de cas favorables et le nombre de cas possibles. Ainsi, la probabilité de l'événement va être le rapport exprimant le nombre de cas favorables sur le nombre de cas possibles. Donc, je répète, la probabilité de tout événement est telle qu'on ait le rapport suivant. Nombre de cas favorables sur nombre de cas possibles. C'est-à-dire, la probabilité de tout événement exprime le rapport du cardinal de cet événement sur le cardinal de l'univers. Donc, probabilité de l'événement E est égal à nombre de cas favorables sur nombre de cas possibles. Ou encore, le cardinal de l'univers, le cardinal de l'événement sur le cardinal de l'univers. C'est pourquoi probabilité de E égale cardinal de l'événement E sur le cardinal de l'univers. On ne peut pas calculer la probabilité d'un événement, je répète, sans pour autant ne pas connaître, n'est-ce pas, ces cardinaux. Cardinal de l'univers, c'est-à-dire le cardinal de l'expérience, sur le cardinal par rapport ainsi exprimé, on calcule le cardinal de l'événement et on fait le rapport cardinal de l'événement sur le cardinal de l'univers, d'où le nombre de cas favorables sur le nombre de cas possibles. Là, je vais tout simplement insister sur ce rapport. Dès qu'on parle de cardinal de l'événement, il faut se poser la question, quelle est la nature de l'événement? L'événement peut se traduire comme étant une combinaison, peut se traduire comme étant un arrangement,
peut se traduire comme étant une permutation. Dans ce cas, on calcule, lorsqu'il s'agit d'une combinaison, le cardinal de l'événement va être CNP, n'est-ce pas? Lorsqu'il s'agit d'un arrangement, le cardinal de l'événement va être ANP. Lorsqu'il s'agit d'une permutation, le cardinal va être N factoriel. Ou bien, lorsqu'il y a des répétitions, on prend les mêmes formules concernant les calculs de dénombrement pour avoir le cardinal de l'événement. De la même manière aussi, le cardinal de l'univers va être exprimé de la même sorte. Si c'est une combinaison, le cardinal de l'univers va se présenter sous la formule d'une combinaison, de la même manière que le cardinal de l'événement va se présenter sous la formule d'une combinaison. Si c'est un arrangement pareil, le cardinal de l'univers sous forme d'arrangement, le cardinal de l'événement sous forme d'arrangement. Si c'est une permutation, pareil, sous forme de permutation, aussi bien pour le cardinal de l'univers que pour le cardinal de l'événement. D'où l'importance de la nature de l'événement. Dès qu'on connaît la nature de l'événement ou de l'expérience, on saura quelle est la formule utilisée pour les cardinals, et dès qu'on a les formules utilisées, on peut directement faire le rapport pour obtenir le résultat. Et on vérifie toujours que ce résultat est compris entre 0 et 1. Donc là, c'est très, très, très important, les gars. Il faut prendre le soin de bien vérifier quelle est la nature de l'expérience. Est-ce qu'il s'agit d'une combinaison? Est-ce qu'il s'agit d'un arrangement? Est-ce qu'il s'agit d'une permutation? Et là aussi, se dire, est-ce qu'on a répétition ou pas? D'où l'importance de maîtriser, de pouvoir distinguer les calculs de permutation, d'arrangement et de combinaison. Et là, on passe directement à l'application. Donc là, c'est très important. OK. Maintenant, suivant notre application, qu'est-ce qu'on a? On lance un dé numéroté de 1 à 6. Calculer la probabilité d'obtenir un résultat pair, un résultat impair, un résultat supérieur ou égal à quoi? Donc, qu'est-ce qu'on aura? D'abord, il faut déterminer le cardinal de l'univers. On l'avait donné. Le cardinal de l'univers, le nombre de résultats est égal à 6. Donc, le problème est résolu en partie. N'est-ce pas? Maintenant, on nous dit la probabilité d'obtenir un événement pair. L'événement pair, c'est quoi? C'est l'événement A, d'obtenir les résultats 2, 4, 6. Le cardinal de A est égal à 6. On avait dit que probabilité est égale à cardinal de l'événement sur cardinal de l'univers. Et on revient. On a les deux cardinaux. Donc, la probabilité d'obtenir un résultat pair était que, un résultat pair est tel que, c'est-à-dire la probabilité de A est égale au rapport cardinal de A sur cardinal de l'univers. Cardinal de A, c'est 3. Cardinal de l'univers, c'est 3. On fait 3 sur 6. Ça nous donne 0,5. Ça nous donne 0,5. On fait de même. On a toujours le même cardinal de l'univers, n'est-ce pas? 6. Là, il se traduit tout simplement une situation d'événements équiprobables. On a des événements équiprobables. D'où le fait qu'on ait le même cardinal de l'univers, c'est-à-dire 6. Donc, l'événement d'obtenir un résultat impair, c'est l'événement B. Obtenir un résultat égal à 1, à 3 et à 5. D'où le cardinal de B est égal à 3. Résultat de la probabilité de B, 3 sur 6, 0,5. Donc là, on a tout simplement la même probabilité du moment où on a les mêmes cardinaux des deux événements. Maintenant, pour l'événement C, obtenir un résultat supérieur ou égal à quoi? Là, il faut déterminer le cardinal de C. 3, 4, 5, 6. Le cardinal est égal à 4. La probabilité d'obtenir un résultat supérieur ou égal à, n'est-ce pas, 3 est égal à 4. 6 sur 6. Ainsi, on a 0,66. Donc, c'est très simple. Déterminez-moi le cardinal de l'événement, déterminez-moi le cardinal de l'univers et on fait le rapport comme il se doit. Si c'était des combinaisons, on allait faire, n'est-ce pas, déterminer
le nombre de combinaisons pour C sur le nombre de combinaisons totales. Si c'était un arrangement, le nombre d'arrangements pour C sur le nombre de combinaisons d'arrangements au total. Si ce sont des permutations, on allait faire le nombre de permutations de l'événement C sur le nombre de permutations au total. Que ce soit la permutation, l'arrangement ou bien la combinaison, il faut toujours exprimer le rapport. Là, on vérifie que, quel que soit le résultat qu'on a, ces résultats exprimant la probabilité de nos événements A, B et C sont toujours, n'est-ce pas, compris entre 0 et 1. Là, on peut considérer qu'on peut plus ou moins accepter que ce sont des résultats, ce sont de bons résultats. On peut espérer, je dis, ce n'est pas parce qu'on trouve un résultat inférieur compris entre 0 et 1 qu'on a la bonne, n'est-ce pas, probabilité. Là, on peut espérer. Au moins, on dira que oui, on est en phase avec la règle d'or de la probabilité. La règle d'or de la probabilité est telle que toute probabilité d'événement aléatoire est toujours comprise entre 0 et 1. Maintenant, en dernier point, nous avons proposé quelques propriétés nous permettant de calculer facilement nos résultats. La probabilité de l'univers est toujours égale à 1. On ferme les yeux. On dit probabilité de l'univers est égale à 1. C'est-à-dire la probabilité d'obtenir un événement certain. La probabilité de l'ensemble vide, c'est-à-dire, n'est-ce pas, résultat que nous ne pouvons pas obtenir, est égale à 0. Je dis, quelle est la probabilité d'obtenir un résultat supérieur à 2 lorsqu'on lance un dé numéroté de 1 à 6? C'est impossible. Donc, la probabilité de l'événement impossible est égale à l'ensemble vide, 0. N'est-ce pas? Si on a deux événements contraires pour un univers donné, leurs sommes doivent nous donner 1. Donc, la somme de deux événements, la somme des probabilités de deux événements contraires est égale à 1. Donc, si on connaît la probabilité de l'un des événements, on peut calculer la probabilité de l'autre. D'où la probabilité de A est égale à 1 moins la probabilité de A bar. Ou bien la probabilité de A bar est égale à 1 moins la probabilité de A. Toujours. Je répète, pour un même univers donné, on peut calculer la probabilité, n'est-ce pas, de l'événement contraire connaissant l'autre événement. Ensuite, lorsqu'on a deux événements, on l'un inclut dans l'autre. C'est le cas de notre exemple. Si A est inclus dans B, alors la probabilité de A est inférieure ou égale à B. Je répète, si A est inclus dans B, alors la probabilité de A est inférieure ou égale à la probabilité B. C'est logique. A appartenant à B, sa probabilité ne peut que être inférieure ou égale à B. Autrement dit, la probabilité de B, lui, est toujours supérieure ou égale. Okay? Ensuite, considérons différents événements d'un ensemble. Considérons différents événements équiprobables d'un ensemble. C'est-à-dire AI. On peut avoir A1, A2, A3, A4. Les AI correspondent à des événements équiprobables. Donc, la somme de leur probabilité est toujours égale à 1. La somme de leur probabilité est toujours égale à 1. C'est très important. Et enfin, lorsqu'on a l'intersection de deux événements, leur probabilité est égale à la somme de leur probabilité moins, n'est-ce pas, la probabilité de leur intersection. C'est-à-dire, la probabilité de A union B est égale à la probabilité de A plus la probabilité de B moins la probabilité de A inter B. Je répète, la probabilité de A union B est égale à la probabilité de A plus la probabilité de B moins la probabilité de A inter B. Et c'est cela qui nous permet
de décrire correctement les éléments d'appréciation d'une situation de probabilité. Donc, je répète, à chaque fois qu'on est censé calculer la probabilité d'un événement, il faut toujours déterminer la nature de l'événement. Après avoir déterminé la nature de l'événement, est-ce que c'est un événement d'arrangement? Est-ce que c'est un événement de combinaison? Est-ce que c'est un événement de permutation? Dès qu'on connaît la nature de l'événement, on peut calculer le cardinal de chaque événement. Calculant le cardinal de chaque événement, le cardinal de l'univers, on peut déterminer la probabilité de chaque événement. La probabilité de chaque événement n'est rien d'autre que le rapport de son cardinal sur le cardinal de l'univers. Si l'opération est un arrangement, on va déterminer le nombre d'arrangements de l'événement sur le nombre d'arrangements au total. Si c'est une permutation, le nombre de permutations de l'événement sur le nombre de permutations au total. Si c'est une combinaison, on va déterminer le nombre de combinaisons de l'événement sur le nombre de combinaisons au total. Là, on vérifie toujours que le résultat obtenu est compris entre 0 et 1. Donc, d'où l'importance de pouvoir identifier la nature de l'événement afin de déterminer sa probabilité. La probabilité de tout événement est égale à cardinal de l'événement sur cardinal de l'univers. Donc, voici, chers étudiants, une présentation renouvelée, je dirais même une présentation renouvelée du chapitre 2, vous permettant de mieux cerner, n'est-ce pas, les calculs de probabilité. D'abord, les vocabulaires des probabilités, ensuite les calculs de probabilité et enfin les propriétés de probabilité. Donc, ce cours, n'est-ce pas, n'est rien d'autre qu'un renforcement de la vidéo précédente, vous permettant de mieux cerner comment déterminer les calculs de probabilité. Avec un TD à l'appui, avec un QCM à l'appui, on sera en mesure de mieux cerner comment calculer. Encore une fois, apprenez-moi les cours, retenez-moi les applications, reprenez les applications, reprenez-moi les formules, et là, vous n'aurez pas de problème pour pouvoir tout simplement, bien entendu, comprendre le cours du chapitre 2 portant sur les calculs de probabilité. La suite va être le chapitre 3. Là, on va aller maintenant au-delà de l'approfondissement de ces probabilités, c'est-à-dire les calculs de probabilité conditionnelle, qui fera l'objet de notre prochain enregistrement. Donc, ceci étant, je vous dis à vos machines calculées et bon après-midi, chers étudiants.